lui prouver mon amour. Je veux maintenant être un enfant laborieux et sage pour être, quand je serai grand, un bon citoyen et un brave soldat. 1918. Les enfants qui ont récité la leçon du patriotisme à l'école sont morts sur le champ de bataille, à peine adultes. À travers l'Europe, des médecins, des philosophes, des enseignants font le même constat. L'école qui voulait former des citoyens éclairés a aussi préparé toute une société à l'obéissance, jusqu'au sacrifice. Assez de soumission. Il faut rompre avec la vieille école et ouvrir pour la prochaine génération un nouveau territoire. Inventer une éducation nouvelle pour un enfant nouveau qui ne fera plus jamais la guerre. Dès le tournant des années 1900, les éducateurs pionniers avaient déjà expérimenté avec les enfants de leurs écoles laboratoires une éducation différente de celle imposée par leurs États. Dès lors, dans toute l'Europe, les expériences se multiplient. En Espagne, l'école moderne de Francisco Ferrer a mis en place un programme éducatif rationnel qui promeut la mixité, l'égalité sociale, l'autodiscipline, le refus des punitions et des examens. En Belgique, Ovide de Crolly a placé l'éveil de l'intérêt de l'enfant au centre de son apprentissage et a inventé une nouvelle méthode de lecture. En Italie, Maria Montessori a mis au point un matériel pédagogique révolutionnaire qu'elle diffuse dans le monde entier. En Angleterre, Alexander Mill a dénoncé l'autorité du maître et les châtiments corporels. Avec Rousseau, il croit en la bonté innée de l'enfant. Quand la guerre s'achève, l'éducation leur apparaît comme la seule possibilité révolutionnaire. Changer l'école pour changer le monde. À Genève, un jeune docteur en sociologie lit et rencontre ses pédagogues, visite leurs écoles. Il en opère une classification. C'est Adolphe Ferrière. Chrétien, pacifiste, Ferrière voudrait être éducateur. Mais il est devenu sourd à l'âge de 20 ans, ce qui limite sa vocation. Éditorialiste infatigable, Adolphe Ferrière regroupe toutes les expériences des nouvelles méthodes pédagogiques, dans ce qu'il nomme l'école active, opposée à l'école assise. Il travaille au projet de sa vie, un mouvement international de rénovation pédagogique. En visant à préparer les éducateurs, j'ai le sentiment que j'atteindrai le mieux ou le moins mal possible l'enfance, la génération de demain. Moins de souffrance chez les enfants actuels, moins de souffrance dans l'humanité de demain et d'après-demain. Illusion, peut-être. Forte de son expérience auprès des enfants malades mentaux de la clinique psychiatrique de Rome,
Maria Montessori va perfectionner sa méthode dans le quartier populaire de San Lorenzo, à la Casa dei Bambini, un jardin d'enfants dont elle prend la direction. Si le salut vient, il commencera par les enfants puisqu'ils sont les créateurs de l'humanité. Les enfants sont investis de pouvoirs inconnus qui peuvent être les clés d'un avenir meilleur. Elle crée un matériel pédagogique et un mobilier adapté qui stimule les actions et les déplacements de l'enfant. C'en est fini de l'immobilité et du rapport vertical au maître. Dans sa classe, tout est horizontal. L'enfant se déplace d'une activité à l'autre, qu'il choisit librement, dans le cadre d'un programme donné. La lecture, les mathématiques sont transmises par une approche sensorielle. Mon but est la libération de l'esprit prisonnier de l'homme par l'éducation de ses sens. Nous ne pouvons pas savoir les conséquences de l'étouffement d'un acte spontané, alors que l'enfant commence à peine à agir. Il faut empêcher l'enfant de confondre le bien avec l'immobilité et le mal avec l'activité. Dans sa classe laboratoire, De Crowley invente une méthode globale de lecture. Partir de l'image de l'objet pour l'associer au mot entier, visualisé globalement. Le mot n'est plus abstrait, appris syllabe par syllabe. Et quand on met tout ensemble, ça fait le mot passer. J'ai trouvé un autre mot. Marionnette. Un rêve devient possible à l'occasion du traité de Versailles. La Société des Nations s'installe à Genève en 1920. Pour la première fois, des États se rassemblent dans une organisation universelle. La Société des Nations se donne pour objectif d'assurer l'ordre mondial et de résoudre les conflits pacifiquement. Le même idéal coopératif et pacifiste habite les partisans d'une école libérée. Adolphe Ferrière rassemble les acteurs du renouveau pédagogique sous une même bannière. Le premier congrès international d'éducation nouvelle voit le jour à Calais en 1921. Pour la première fois, des pédagogues vont partager publiquement leur expérience éducative et leurs résultats. Le congrès réunit 150 participants venus d'une dizaine de pays différents. Parmi eux, des médecins comme De Crowley, des instituteurs, des philosophes. Ils sont catholiques, protestants, socialistes, spiritualistes, théosophes, quakers, féministes. Mais tous sont pacifistes et résolument unis contre l'école traditionnelle. Le Britannique Alexander Neal se distingue par sa radicalité. C'est sur les conseils du démon que l'on inventa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eût aucun but. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec les seules idées. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans l'école. Ils surdissimulaient, ils surtrichaient, ils surmentirent. Ce sont deux femmes, l'allemande Elisabeth Rotten et l'anglaise Beatrice Ensor, qui fondent avec Ferrière à Calais la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. Article 1. Le but essentiel de toute éducation est de préparer l'enfant à vouloir et à réaliser dans sa vie la suprématie de l'esprit. Article 2. L'éducation doit respecter l'individualité de l'enfant. Article 3. L'enfant est un être humain conscient de sa dignité d'homme. Article 4. La compétition égoïste doit disparaître de l'éducation et doit être remplacée par la coopération.
C'est encore une femme, Annie Besant, qui va fournir à la Ligue naissante son réseau mondial et son financement. Elle dirige la Société théosophique internationale, d'inspiration hindouiste, fondée à New York et établie en Inde. La création d'une revue publiée en 3 langues, pour l'ère nouvelle, couronne le congrès. Ferrière signe le premier éditorial. Bientôt, les gouvernements et les parents verront que par nos méthodes, on peut obtenir beaucoup plus de résultats utiles avec moins d'efforts inutiles. Alors la vérité s'imposera. Combien de temps faudra-t-il encore pour cela? L'avenir le dira. « 1922. Les fascistes italiens marchent sur Rome. La première dictature européenne voit le jour. Mussolini, instituteur de formation, fait de l'éducation le fer de lance de son régime. Cet homme, plein de curiosité, cet esprit extraordinairement ouvert qui s'informe sur tout et veut tout connaître, posa un jour les yeux sur ma méthode. Il lui suffit de savoir que ma méthode jouissait de plus de crédit à l'étranger qu'en Italie. Il promit son aide avec enthousiasme pour que soient instituées partout des écoles. Mussolini subventionne les jardins d'enfants et la formation des institutrices montessoriennes. La dottoressa, qui a travaillé jusque-là sans aucun soutien public, va collaborer avec le régime fasciste durant les premières années.